Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des partages plus personnels, pour assister à des lives de temps en temps avec des invités et également pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. On continue avec une série de best-of pour les fêtes. Plutôt que des rediffusions, ma team et moi on a choisi de vous compiler des épisodes thématiques avec les meilleurs extraits du podcast. Aujourd'hui, je vous propose un épisode intégralement consacré à la liberté financière. Et pour commencer, je vous raconte comment j'ai entendu parler pour la première fois de ce concept après avoir lu le fameux best-seller Père riche, Père pauvre de l'auteur Robert Kiyosaki, de ce que ça a voulu dire pour moi à l'époque où je l'ai lu, de pourquoi j'ai décidé d'en faire un objectif de vie. Cet extrait est donc issu de la capsule numéro 25 intitulée « Libre financièrement à 35 ans ». J'avais déjà commencé à reprendre en main mes finances personnelles quand j'ai ouvert pour la première fois, sur la recommandation d'un ami, le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. J'ai pour la première fois entendu parler de revenus passifs et de cette sombre histoire de liberté financière. Ce moment, cette lecture, a changé le cours de mon existence grâce à un seul livre qui, au passage, et je le dis pour tout le monde, m'a coûté moins de 20 €. Le principe est le suivant. Si vous épargnez suffisamment, que vous investissez massivement et intelligemment cette épargne, vous pourrez vous créer des revenus de manière passive qui, peu à peu, vous permettront de remplacer vos revenus du travail pour le restant de vos jours. Vous pourrez alors choisir de prendre votre retraite ou de continuer à travailler parce que vous le voulez et non pas parce que vous le devez. Ça, c'est le principe de la liberté financière. Dit comme ça paraît simple, ça paraît même pour certains idyllique, pour certains ça paraît complètement fou, mais pour moi ça paraissait relativement plausible. D'autant plus plausible qu'il suffit en vrai de faire une simple recherche sur Google pour découvrir qu'il y a déjà plein de gens qui l'ont fait, plein de gens qui racontent comment ils l'ont fait, et de manière d'ailleurs tout à fait justement plausible. Bingo! Et si je pouvais me créer des revenus qui ne dépendent pas de mon travail, qui ne dépendent pas de mon temps? Et si je pouvais utiliser mon argent pour créer encore plus d'argent? Et si mon argent pouvait travailler à ma place? Et si je pouvais arrêter de travailler? Et si je pouvais même me passer de ma retraite? Si tout ça est possible, c'est assez étourdissant. La première fois que moi j'ai entendu parler du concept de liberté financière, c'était assez étourdissant. Ça m'a chamboulé, c'est transformateur et la plupart des gens qui en entendent parler vivent ça. Et c'est pour ça que ça crée deux types de réactions différentes. Soit une adhésion, comme ça a été mon cas, oui, dites-moi comment il faut faire. Soit un rejet, non, c'est des conneries, si c'était possible, je le saurais depuis bien longtemps. On confond souvent indépendance financière et liberté financière. Pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Et comme c'est important d'être précis dans le vocabulaire, j'ai choisi de partager avec vous un extrait de l'épisode 24 enregistré avec Laurent Chénaud, investisseur et auteur de Money Boss, dans lequel il clarifie la distinction entre ces deux termes. Je précise que cet épisode avait fait polémique au moment de sa sortie en raison du caractère controversé de mon invité Laurent Chénaud. Au-delà de la polémique et de la véracité ou non des choses qui lui sont reprochées, cet entretien reste à ce jour une vraie mine d'or. C'est la raison pour laquelle je vous le propose aujourd'hui dans cet épisode Best of. Tu fais une distinction qui n'est pas forcément commune.
tu distingues 5 étapes vers la liberté financière. Ouais. On va définir la liberté financière, mais surtout tu le distingues de l'indépendance financière. Oui. Alors que j'ai l'impression que moi, j'en faisais pas la distinction avant de lire ton livre, et dans le langage courant, j'ai l'impression qu'on utilise les deux de manière assez interchangeable. Ouais. Donc ça vaut le coup de clarifier. Alors c'est quoi le Graal déjà, la liberté financière? Moi, je suis assez chiant sur la sémantique en fait, Ouais. parce que je pense que la clé c'est la pensée et qu'on ne peut pas penser si on n'a pas, si les mots ne veulent rien dire, si tu veux. Donc si on est flou, en fait, on n'arrivera nulle part. Je vais le dire de la façon la plus simple parce qu'il ne s'agit pas non plus de se prendre la tête. L'indépendance, c'est que tu dépends pas, on va dire, par exemple, d'un patron, tu vois, on va dire comme ça, ou d'un système. C'est-à-dire que, voilà, tu es, je sais pas, tu as une entreprise sur Internet, tu as un truc e-commerce, tu travailles un peu comme tu veux, mais le point clé, c'est que si tu arrêtes de travailler, en fait, au bout d'un moment, tu n'as plus de ressources. C'est-à-dire que tu es un peu dans une cage, tu es libre de choisir ta cage, en fait, sa taille, un peu comment elle fonctionne, tu travailles plus, tu travailles moins, donc tu as cette flexibilité-là, mais tu es quand même obligé à un moment de remettre de ton temps. D'accord ? C'est comme ça que je le définirais. Je sais pas si ça te va comme définition. Oui, j'ai envie de le traduire par, en fait, t'es indépendant parce que tu génères tes propres revenus. C'est ça, exactement. Mais tu ne peux pas t'arrêter de travailler pour autant. Exactement. C'est la grosse distinction. Ou en tout cas, pas pendant très longtemps. Voilà. C'est-à-dire, éventuellement, tu as mis de l'argent de côté, Oui. ou tu gagnes bien ta vie en tant que chef d'entreprise indépendant, etc. En tout cas, en tant que créateur de ton propre revenu. Mais effectivement, passer ton niveau d'économie que tu as mis de côté, qui te permet peut-être de vivre 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, après tu es obligé de retourner au travail. Exactement. Voilà. Ça, c'est l'indépendance financière. C'est l'indépendance. Et c'est très bien. Et c'est une étape importante, et c'est un changement de mindset important. Enfin, voilà. Mais la liberté financière, pour moi, c'est autre chose. Cette définition, elle est très simple. C'est qu'il faut que tes revenus passifs soient supérieurs à tes charges. D'accord ? Revenu passif, donc c'est revenu qui tombe. Exactement. Sans que tu aies besoin de travailler. Exactement. Wow. C'est tout à fait ça. Alors, donc, oui, je suis d'accord, c'est assez wow, c'est assez magique. Bah, évidemment. De mon côté, j'ai compris toute la force de ce concept en lisant le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'était en 2019. Le concept m'a chamboulé et je vous confiais déjà dans la capsule numéro 25 que j'avais faite sur ma propre liberté financière. Et même si cette liberté financière est possible et accessible à tout le monde, pourquoi est-ce que tout le monde ne devient pas libre financièrement ? Laurent Chénaud a son avis sur la question. Parce que on nous apprend pas ça à l'école. Et il y a une raison pour laquelle on ne l'apprend pas, parce que imagine un monde où tout le monde serait libre. Tu vas au boulot le matin, ton patron te donne un dossier chiant, et tu fais « Mais je t'emmerde, tu le gardes ton dossier, je rentre chez moi, j'ai pas besoin de bosser, je fais parce que ça m'amuse, si tu me casses les couilles, je rentre chez moi et tu te démerdes !» Imagine un monde comme ça ne fonctionnerait pas, d'accord ? Donc le monde est fait pour que les gens réfléchissent, fonctionnent dans des cadres, soit des cadres sociaux, des cadres d'entreprise, des cadres culturels, mais il y a une autre petite partie où là on peut être libre et vivre un peu la vie suivant ces termes, et c'est toujours cette partie-là qui m'a intéressé, et c'est ce que j'essaye de partager dans mon e-buzz. Et le message étant que c'est pas... Alors, certes, tout le monde pourrait pas forcément être libre financièrement, mais c'est pas réservé à une élite. Ça, c'est correct. C'est-à-dire que tout le monde ne pourrait pas l'être, mais tout le monde peut le devenir. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Souvent, je dis, oui, bon, c'est un truc il faut être multimilliardaire, etc. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est simplement qu'il faut connaître les leviers, les appliquer et agir. Mais on n'est absolument pas aidé. Donc, faut y aller un petit peu dans la jungle avec sa machette, son couteau et inventer un peu son propre chemin. Il y a peu de guides, en tout cas, il n'y en a pas en francophonie. Et c'est pour ça que je vais faire ce livre, pour partager un petit peu mon parcours. Si tout le monde peut, en théorie, accéder à la liberté financière, c'est loin d'être la voie de la facilité. Les choix qui mènent à la liberté financière ne sont pas faciles. Anthony Poncet, investisseur marchand de biens, créateur des podcasts Une vie de liberté et les Gentlemen investisseurs, nous partage sa vision dans l'épisode 57 que l'on avait enregistré ensemble. C'est sûr que tout le monde ne pourra pas faire ça, malheureusement. Il faut déjà, pour pouvoir le réaliser, une grande force de caractère, il faut quand même beaucoup de travail. Et ça va pas à tout le monde. Et ma foi, c'est OK aussi. Si la personne, elle se sent bien dans ce mode de vie-là, dans cette façon de fonctionner, ma foi, moi, j'ai rien contre. C'est pas pour tout le monde. Quand on dit quitter la rat race, forcément, il y a des gens que ça peut choquer ou parfois blesser. Moi, je l'ai vu aussi dans mon entourage. Ça se résume à devenir aussi l'entrepreneur de sa vie.
quand on veut plus de liberté, ça rime pas beaucoup avec sécurité, la liberté. La liberté, elle rime plus avec responsabilité. Donc, quand on décide d'avoir une vie où on a plus de temps pour soi, une vie un peu plus libre au quotidien, ça demande une grande responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité de ses investissements, la responsabilité de son argent, puisque on n'a pas de gilet de sauvetage, on n'a pas de parachute, et c'est beaucoup plus difficile. Et ça, tout le monde peut pas le supporter. Tout le monde n'est pas fait pour ça, je pense. Non, parce que tu le disais très bien en fait, et ça caractérise la rat race, c'est-à-dire on échange son temps contre de l'argent. Donc le temps pendant lequel je veux bien mettre à disposition mes mains, mon cerveau, mes compétences auprès d'un employeur, je me fais rémunérer pour ça. Et du coup, dans ce système-là, en fait, dans la rat race, le seul moyen d'avoir plus de temps, finalement, c'est corrélé au fait de gagner moins d'argent. À la base de la liberté financière, il y a un principe: décorréler ses revenus de son temps pour pouvoir gagner plus tout en travaillant moins. Comment est-ce possible ? J'ai dédié la capsule numéro 19 à ce sujet. Ce que les gens aimeraient au fond d'eux, c'est travailler moins et gagner plus. Mais ça, tout le monde pense que ça n'existe pas et certains savent que ça existe. Et moi, j'ai découvert qu'à mes 32 ans que ça existait. Jamais j'aurais pensé que c'était à ma portée avant que je tombe sur le fameux livre qui a changé ma vie, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, que je ne cesse d'ailleurs de vous recommander si vous ne l'avez pas encore lu. Et pourtant, le principe, il est tellement simple. Si notre rémunération dépend du temps passé à travailler, alors on va rapidement atteindre un plafond de rémunération. Et ce, peu importe le niveau de rémunération auquel on se situe. Il y aura toujours un plafond tant que nos revenus sont corrélés à notre temps de travail. Je prends souvent l'exemple du coiffeur. Imaginons que je peux coiffer pendant 40 heures par semaine à raison de 2 personnes par heure. Je pourrais donc jamais coiffer plus de 80 personnes par semaine. Si ma coupe est facturée 30 €, je sais d'avance que je ne pourrai jamais dépasser les 2400 € de chiffre d'affaires par semaine. Évidemment, quand je dis 2400 € de chiffre d'affaires par semaine, pour certains, c'est déjà beaucoup, et pour d'autres, c'est pas énorme. Mais c'est pas ça qui compte, c'est que c'est un plafond. C'est qu'on sait déjà par avance qu'on ne pourra pas aller au-delà. La seule façon de gagner plus, en fait, sans se heurter à ce plafond-là ou à un nouveau plafond, parce que si on vend sa coupe 60 €, on va multiplier ce plafond par 2. Donc la seule façon de gagner plus sans se heurter sans cesse à de nouveaux plafonds, c'est de ne pas être limité par le temps pour pouvoir générer des revenus ou en l'occurrence, dans mon exemple, du chiffre d'affaires. Imaginez maintenant que votre coiffeur se mette à donner des cours de perfectionnement, de techniques de coupe sur Internet en visio et qu'il fasse payer l'accès à ces cours de perfectionnement. En théorie, à partir du moment où ce cours il est en ligne, en live, en simultané ou en préenregistré, peu importe d'ailleurs, cette personne pourrait avoir 1000 clients qui s'inscrivent à son cours de perfectionnement, 2000 clients, 10 000 clients qui paieraient pour assister à son cours. Donc, pour 1 heure de temps du coiffeur qui est consacré au fait de faire ce cours et de le filmer, le coiffeur peut vendre son cours, le même prix d'ailleurs, par exemple 30 €, mais non plus à 80 personnes dans la semaine, mais pour 1 heure à 1000, 2000 ou 10 000 personnes. Et pour 10 000 personnes, gagner 30 000 € son heure de perfectionnement. Donc, évidemment que ce raisonnement, vous le comprenez bien, ça ne tient pas compte du temps qu'il faut pour construire cette communauté en ligne de potentiels acheteurs de cours de coiffure, de perfectionnement, mais c'est le principe qui compte. Dans un cas, le coiffeur gagne 2400 € pour 40 heures de travail. Dans l'autre, il gagne potentiellement 30 000 € pour 1 heure de travail. Dans un autre contexte, il faudrait que ce même coiffeur coiffe, je ne sais pas, quelqu'un comme Michelle Obama, par exemple, pour imaginer gagner autant d'argent en 1 heure. Donc, dans mon deuxième exemple, il y a aussi un plafond, mais ce plafond est tellement élevé que c'est comme s'il n'y en avait pas. Parce qu'effectivement, si on coiffe que des Michelle Obama, ça marche aussi. Donc, tout travail salarié ou non
qui peut vous rémunérer sans qu'il soit corrélé à votre temps, est un travail qui vous ouvre les portes d'un autre monde, cet autre monde, ce fameux monde du gagner plus tout en travaillant moins. Ce nouveau monde, il n'est pas sans difficulté à atteindre parce qu'il vous oblige à nager à contre-courant d'une pensée dominante. Déjà, il vous oblige à nager à contre-courant parce que pour découvrir que ce monde existe. Et si tout le monde voulait faire comme vous, si tout le monde voulait y accéder, la question qui se pose, c'est comment le monde fonctionnerait. Si tout le monde voulait travailler de manière décorrélée à son temps, comment le monde fonctionnerait ? La réponse est le monde ne peut pas fonctionner si tout le monde choisit de décorréler son temps et son argent. Ça n'est pas possible puisqu'il y a des activités qui font fonctionner le monde et qui sont corrélées à son temps. Donc, je ne fais ici qu'ouvrir une porte vers d'autres options. Moi, j'ai découvert ça à 32 ans. Une de mes missions avec Richissime, c'est d'essayer de faire découvrir ça le plus vite possible et le plus tôt possible à des gens qui, éventuellement, pourraient être tentés de rentrer dans ce monde et d'ouvrir cette porte alors qu'ils n'en avaient pas conscience avant. Libre à vous, évidemment, de vous engouffrer dans la porte si c'est votre souhait. Moi, j'ai vu cette porte s'entrouvrir, comme je vous disais, à 32 ans, mais pour certains, cette porte, elle ne s'ouvrira jamais, c'est un choix. Nous ne grandissons pas en pensant qu'on a le choix. Et pour toute personne qui aspire à gagner plus, il ne reste plus que l'option travailler plus, avec à la clé un prix à payer parfois très élevé sur sa santé, sa vie de couple ou encore sa vie de famille. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on reste dans le monde du travailler plus pour gagner plus, il finit par y avoir un prix à payer qui peut être très fort. Au démarrage de sa trajectoire de liberté financière, il y a la nécessité de se serrer la ceinture pour pouvoir investir un maximum de ses revenus pour construire ces fameux revenus passifs. C'est ce que décrit Anthony Poncet dans ce nouvel extrait issu de l'épisode 57. On a un discours d'abondance, on est convaincu que l'argent est abondant, mais quelque part le message qu'on envoie pendant ce processus de création de richesse, c'est un message de pas de pauvreté, mais tu vois, de radinerie quelque part parfois. Ouais. Enfin, moi, ça a été, je peux pas dire le contraire. Il y a une période où, j'allais pas au resto, je dépensais dans rien. Tu vois, j'achetais mes t-shirts, puis en plus dans mon métier, souvent c'était quand même salissant, même si j'étais pas sur les chantiers. Moi, j'étais conducteur de travaux, mais tu fusilles les paires de chaussures. Des fois, tu dois sauter une clôture, tu abîmes un pantalon. Donc, j'achetais des trucs vraiment pas chers. J'achetais mes t-shirts par 5 à Decathlon, tu vois. Et j'avais tellement de charge mentale que j'avais un uniforme personnel. Donc, j'étais toujours habillé pareil. Les mêmes chaussures, le même pantalon et le même t-shirt. J'avais tout en 5 exemplaires. Et donc, j'envoyais pas un message de grande abondance non plus autour de moi. Mais c'est pour moi, il y a pas moyen de faire autrement. Tu es obligé de te serrer la ceinture un moment pour la desserrer. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc je suis passé quand même de l'autre côté. C'est-à-dire que je regarde pas à la dépense. Après, je suis pas quelqu'un qui a des goûts de luxe. Tu vois, je vais pas m'acheter des fringues hyper chères. Je m'habille à 2 raids, tu vois, enfin à Jules, j'ai pas ce côté-là extravagant. Et après, j'aime beaucoup les expériences. Donc sur les voyages, je sais que je voyage beaucoup avec mes enfants, mais mes enfants n'ont rien à faire qu'on parte en vacances dans un Airbnb ou dans un Hilton, tu vois. Eux, du moment qu'on part en vacances et qu'on est ensemble, ça leur va très bien d'aller dans des Airbnb un peu sympas, même si, tu vois, ça va pas coûter non plus une fortune. C'est parfois difficile d'assumer ce choix de liberté financière dans la durée. Créer des revenus passifs, c'est long et c'est lent. Nos efforts payent dans la durée seulement. En attendant, il faut s'accrocher sans avoir l'impression d'être toujours plus riche. Ce point-là, il est général à tout changement, mais il s'applique de façon particulière sur la liberté financière. Imagine que tu veuilles perdre du poids. Tu n'en as pas besoin. Mais imagine que quelqu'un ait besoin de perdre du poids. S'il continue à manger de la même façon, à ne rien changer à son hygiène de vie, il aura les mêmes résultats. Ouais. D'accord ? Il doit donc faire un changement. Ouais. Ce changement, il va moins manger, il va faire plus de sport, des choses comme ça. On connaît les recettes. Elles sont relativement simples à appliquer. Par contre, entre les connaître, avoir envie de le faire et les appliquer tous les jours, pendant tout le reste de sa vie, c'est autre chose. Ouais. Donc c'est bien ça dont je parle. Et pourquoi c'est un sacrifice, en tout cas au début ? Parce que on n'a pas l'habitude, sinon on le serait déjà. Donc on doit forcément faire un changement dans la façon dont dans notre état d'esprit et dans nos actions. Changement qui peut être déjà en termes de temps. C'est-à-dire que, imaginons, on a notre série préférée tous les jeudis et c'est l'heure de, voilà, c'est le truc de détente qu'on s'accorde tous les jeudis. Si on veut changer, si c'est le seul temps qu'on a dans la semaine, il faut
peut-être sacrifier notre série préférée au fait de construire une vie différente. Et ça, toi, tu en sais quelque chose, Delphine, puisque la mise en place de ce podcast te demande un investissement en temps, en énergie, un investissement émotionnel, mais ça fait partie de ton chemin de liberté. Ouais. Mais j'ai moi-même pris la décision récemment de rentrer dans ce chemin d'indépendance financière. Et oui, je peux déjà dire que ça a des conséquences très concrètes sur ce qu'on ne peut plus... c'est pas ce que je ne peux plus faire, c'est j'ai décidé que j'allais consacrer une énorme partie de mes revenus à de l'épargne, à de l'investissement. Et cet investissement-là prend énormément de temps. Absolument. On ne met pas X milliers d'euros parce que voilà, il faut parler en milliers d'euros si on veut être indépendant financièrement. On ne met pas juste son argent quelque part et puis il dort et puis on se réveille 7 ans après et on est indépendant financièrement. Ça n'existe pas non plus. On est d'accord. Et on reparlera ensuite plus tard de toutes les stratégies possibles et imaginables qu'il existe pour arriver à cet objectif. Mais concrètement, ça commence déjà à me prendre énormément de temps, plus effectivement les activités que j'ai envie de mener à bien, le podcast, mes activités de freelance, etc. Et voilà, je suis en plein dedans et je ne veux pas revenir en arrière, mais c'est vrai que voilà, c'est pas il y a un impact qui est pas négligeable sur sa vie, quoi. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Et donc je pense que tu es contente de le faire, sinon tu ne le ferais pas. Exactement. Et tu ne pourrais pas le tenir sur la durée. Et ça a été la même chose pour moi. J'étais content de le faire, mais c'est vrai que ce sont des changements importants. Et une personne qui donc ne le déciderait pas, à la fois intellectuellement, émotionnellement, spirituellement ou autre, à un moment va lâcher, parce que notre plus grande ressource, c'est pas forcément le temps, c'est pas forcément l'argent, c'est notre motivation. Donc si cette motivation n'est pas là, à un moment, on va tomber sur un obstacle qui va nous faire arrêter. Donc la première chose, c'est certes la décision intellectuelle, mais c'est la décision de son être complet en disant « Ok, je veux aller là. Et je sais même pas pourquoi, mais je vais aller là. Et je sais même pas à quoi ça ressemble, mais je vais aller là. » Et Laurent Chénaud poursuit plus loin dans le même épisode en déclarant: quand on va sur le chemin de la liberté financière, on perd une partie de son identité. Et donc la perte de son identité sociale n'est qu'une conséquence de ça. Ouais. C'est combien de personnes différentes? Mais j'en sais rien, tu es dans Pauvreté Land. Et on est une personne différente ou on se retrouve Alors moi je pense... Tu me diras, c'est un peu pareil. Ouais, vis-à-vis des autres, c'est un peu pareil. Non mais poussons la distinction. Je pense que si on a cette envie d'être financièrement libre, c'est que c'est une partie de nous-mêmes. Ouais. Donc on ne fait que, comme tu l'as très bien dit, retrouver ou activer ou reconnecter une partie de nous-mêmes. On a plusieurs jeux en nous et on va simplement sortir ce jeu JE de la liberté financière et c'est lui qu'on va activer. Et on va laisser de compter d'autres personnalités qu'on a. Donc oui, on se retrouve. Mais à partir du moment où on active cette personnalité-là, on change. On change de fonctionnement, on change de mentalité, on change de vibration pour ceux qui sont dans tous ces côtés, vibration, loi d'attraction et autres. Donc naturellement, on va repousser certaines personnes et en attirer d'autres. Oui. Mais ça paraît peut-être choquant par rapport à l'argent de la liberté financière, mais imagine, tu es je sais pas, mélomane et tu as toujours écouté la musique classique. Les gens à qui tu parles font de la musique classique, quand tu vas dans le parc, tu mets ta musique, les gens qui aiment la musique classique s'approchent de toi. Tu te mets à écouter du métal. Tu crois que tu auras les mêmes copains, que tu attireras les mêmes personnes ou autres? Non, et c'est tant mieux, puisque t'aimes le métal, t'en as rien à foutre des gars qui écoutent Chopin, toi tu veux écouter je sais pas quoi. Donc c'est pareil, la musique, la littérature, les films, à chaque fois que on change, le monde change avec nous. Et c'est tant mieux, sinon ce serait très dur. Ces fameux choix compliqués dont il parle, j'en faisais aussi le constat dans la capsule numéro 25. Et la liberté financière, je dois préciser que ce n'est pas la voie de la facilité. Mais pour moi, la voie de la non-liberté financière, c'est une voie qui est encore moins facile. En fait, la perspective de travailler toute ma vie jusqu'à la retraite sans avoir le choix de faire des pauses dans ma carrière, de m'arrêter plus tôt dans ma carrière, de gérer mon temps, de me lever tous les matins pour bosser, ça, c'est difficile. En fait, si je dois sacrifier mon travail au profit ou si je dois sacrifier ma vie au profit de ma carrière, si je dois faire le choix entre travailler moins et gagner moins d'argent, j'ai pas envie. J'ai envie de à la fois travailler moins quand j'ai envie de travailler moins, mais pas pour autant de gagner moins. C'est ça
la voie que j'ai choisie. Et monsieur me dit souvent, Benoît me dit souvent, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Et j'aime assez cette vision des choses. En effet, tous les choix que je fais sont probablement plus difficiles à faire que pour la plupart, enfin voilà, pour vous, peut-être pour vous qui écoutez, vous avez l'impression que ce que je fais, ce que je réalise et ce que j'accomplis, c'est plus difficile à faire que ce que vous faites tous les matins de vous lever. Parce que ces choix-là sont plus audacieux, probablement plus risqués. Encore que le risque, c'est pour moi une notion hautement subjective. C'est comme un muscle d'ailleurs. Hein. On peut s'entraîner à aimer le risque et je m'entraîne à aimer le risque tous les jours. Mais en ayant fait ces choix difficiles, et je mets des guillemets, je m'offre des perspectives d'une vie plus facile, dans laquelle je ne dépends de personne pour gagner de l'argent, je ne dépends pas non plus de l'État pour ma retraite, je peux librement disposer de mon temps, j'ai une entière liberté géographique. Autrement dit, choix difficile, vie facile. En matière d'argent, ça ne sert à rien d'être premier de classe. Il faut être malin, savoir prendre des risques. Je vous propose un nouvel extrait de ma conversation avec Anthony Poncet. Il faut être malin et être malin, ça nécessite de surmonter ses peurs, quoi. Parce que entreprendre, ça fait peur à tout le monde. Avoir des revenus irréguliers, ça fait peur à tout le monde. Ne pas savoir où on va, ça fait peur à tout le monde. C'est sûr que c'est beaucoup plus rassurant d'avoir une paye à la fin de chaque mois. Donc tout ça, ça fait peur. Mais celui qui est malin peut pas se permettre de s'arrêter à la peur. Non, t'as une balance liberté, et on va dire liberté-gain, et sécurité. Plus tu veux de sécurité, ben moins tu auras de liberté et de gain en face. Et plus tu veux du gain, et ben moins tu auras de sécurité de l'autre côté. Là, tu vois, la coachée en question, si demain elle s'arrête de travailler, ben il y aura plus de contrats qui vont rentrer et elle va plus rien gagner du tout. Alors que si elle est encore salariée et que elle a envie d'y aller un petit peu moins fort ce mois-ci, elle aura quand même sa paye. Donc tu perds ce côté-là. Et après, oui, comme tu dis, être malin et accepter l'école, elle nous formate beaucoup. Alors, moi, fais pas partie des gens qui crachent sur l'école. Tu vois, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai fait une école nationale, l'INSA à Lyon. Ça m'a coûté 300 € par an, tu vois, pour être ingénieur. Donc, c'est quand même une très belle formation. Et ça, c'est grâce à notre pays. Mais elle te formate aussi à jouer selon des règles. Elle t'apprend pas à être un entrepreneur. Elle t'apprend à être un bon salarié, à dire oui, à travailler beaucoup. Et c'est de ça que c'est peut-être le plus dur de s'émanciper à un moment, de se dire attends, c'est pas parce qu'on m'a formaté à faire ça que je peux pas voir la situation sous un autre angle et en tirer parti. Mais c'est pour ça je pense aussi qu'il faut pas trop attendre avant d'entreprendre. Plus on avance en âge, plus on se formate et plus c'est difficile de faire cet effort-là. Une des premières étapes de la construction d'une stratégie de liberté financière, c'est de définir sa propre liberté financière et le niveau de vie qui va avec. Je décris mon expérience de projection à Laurent Chénaud dans ce nouvel extrait. Alors quand on rentre sur le chemin de la liberté financière, il y a une première étape qui... on a parlé de la première étape, qui est déjà de le décider. Le décider avec un grand D. Voilà. Ok. Il y a un autre moment important qui est définir sa propre liberté financière. Absolument. Et là, il y a un exercice, tu proposes ou tu suggères de faire des exercices de projection, enfin vraiment de s'imaginer. Ça veut dire, c'est quoi pour moi la liberté financière ? Qu'est-ce que je veux en termes de vie, en termes de niveau de vie ? Est-ce que je veux passer mon temps à voyager ? Est-ce que je veux continuer à travailler quand même ou pas, puisqu'on a la liberté ? Et ça, alors, je l'ai fait. Ouais. Ah, bravo. Et alors, au début, clairement, je me suis dit, ouais, c'est bon, quoi. Ça va. Ça va, quoi. Non, mais c'est bon, je vois à peu près. Hein, j'arrêterai de travailler, mais je travaillerai encore un peu pour le plaisir. Voilà. Ouais. Je ferai un peu oisiveté, un peu de travail. Et je l'ai fait. Et c'était un super moment. On l'a fait à deux, en fait, pour être honnête. Excellent, bravo, ça c'est top, ça. Et c'était... Enfin, c'était un super moment. Et je crois que ces choses-là, on se les aurait pas dites. Mais on l'a mis, hein, ça faisait une semaine qu'on disait, il faut qu'on le fasse. Et on s'est pris un créneau, on a éteint nos portables, pendant ça a duré 2h30, on a parlé, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, comment je me projette, et ça, et c'était incroyable. Qu'est-ce qui a été incroyable en fait dans les finances ? Qu'est-ce qui t'a apporté dans cet exercice ? La profondeur des échanges qu'on a eus.
sur vraiment ce qu'on désire dans la vie. Et c'est pas un niveau d'échange que tu as entre le café et le dessert. Ouais. Entre je mange et je vais me coucher, entre le sport et... bref, tu m'as compris. C'est pas souvent qu'on se prend un moment pour réfléchir à des choses aussi profondes de sa vie et à ses envies profondes. Et du coup, voilà, j'étais sceptique, je l'ai fait, et je ne peux que le recommander. Eh ben écoute, tant mieux. Et il y a 2 points importants, si tu veux. C'est assez dur d'arriver quelque part si on ne sait pas à quoi ça ressemble. Déjà. Donc souvent on se dit oui, j'ai envie d'être riche, mais ça veut rien dire ça. J'ai envie d'avoir de l'argent, mais ça veut rien dire en fait. La question c'est quoi les expériences concrètes que tu vis dans ta vie. C'est ça le seul truc qui existe. Parce que l'argent, c'est sur un compte en banque, je sais pas, mais ça n'a de la valeur que pour les expériences que ça te permet de vivre ou des émotions que ça te permet de ressentir. Et il y a un deuxième point, c'est que quand on est en couple, quelle que soit la nature du couple, marié, pacsé, relation, j'en sais rien, les rapports à l'argent sont souvent très différents. Et quand on met plus d'argent dans le système qu'est le couple, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes parce qu'il y en a un qui, par exemple, est très content d'avoir plus d'argent et tout. L'autre va être stressé parce que si on en a, c'est qu'on va le perdre, par exemple. Une autre personne va dire, tiens, dès qu'on a de l'argent, on arrête, on part voyager. L'autre dit, mais non, attends, mon entreprise, c'est mon bébé, j'ai envie de le développer. Pourquoi Et il y a aussi, tant qu'on était dans un niveau de vie modeste ou correct, on avait les mêmes attentes. Bah oui. Et on se rend compte qu'avec plus, on n'a pas du tout les mêmes attentes. Exactement. Et ça, je me rends compte avec le podcast, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens qui changent de niveau de vie se rendent compte dans le couple qu'en fait, les attentes n'étaient pas du tout alignées, quoi. Tu changes d'identité. Le fait de changer d'état d'esprit et de faire des choses par rapport à l'argent, la liberté et autres, te fait changer d'identité. Et en même temps, quand tu as plus d'argent, tu changes aussi d'identité. Mais tu peux pas, c'est dur de prévoir en quoi ça va te changer toi et en quoi ça va changer ton partenaire. Donc c'est vachement important de se reconnecter et de s'assurer qu'on est sur la bonne longueur d'onde. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que chacun doit raisonner de la même façon, mais qu'il faut des points de recouvrement et des points de liberté. Et ça, c'est très important, cet équilibre entre, ok, là, sur ça, on est ensemble, on se retrouve. Là, on est d'accord pour pas être d'accord. Et pour le vivre différemment. Ce qui demande donc des compromis. Par exemple, pour être très concret, imagine que tu es une personne du couple qui soit passionnée par son projet, qui se dit voilà, moi pendant 3 ans je ne fais que ça. L'autre qui dit attends, ça va, on a des sous, c'est bon, ton désir de contrôle, mourir le plus riche du cimetière, j'en ai rien à foutre. Moi ce que je veux c'est profiter un peu de la vie, là j'ai passé 10 ans très compliqués au boulot, là c'est bon, on est un peu zen, partons en vacances tous les 3 mois. Comment tu fais dans ce cas-là ? Tu fais un compromis. C'est peut-être pas tous les 3 mois, c'est peut-être tous les 6 mois. Ok, mais on va être dans des endroits où moi j'ai besoin de travailler au moins tous les matins. Donc, et là, tu construis. Ça devient intéressant. Mais il faut poser les choses sur la table. Quand on commence enfin à passer à l'action, il y a une chose qui devient primordiale, c'est la bonne gestion de ses finances personnelles, minimiser ses dépenses et maximiser son épargne pour pouvoir investir et réinvestir à l'infini. C'est Anthony Poncet qui nous en parle dans ce nouvel extrait. Ça doit commencer par là, forcément, la bonne gestion de ses finances personnelles, d'épargner, mais ça doit être tout de suite investi. Tu le vois bien, ils viennent de dévoiler les chiffres de l'inflation, on est quasiment à 5%, ils parlaient de 2%, on est je crois 4,8 ou 5%. Pour les gens qui sont pas familiers avec ça, ça veut dire que tout le cash qu'on a en banque ou sur des livrets A, ou alors des fonds euros d'assurance vie, ça limite un peu la casse, mais il perd de sa valeur tous les ans. Voilà, on a moins de pouvoir d'achat. Donc la première étape, c'est d'épargner justement, mais surtout d'investir cet argent pour qu'il travaille à notre place, qu'il génère des revenus passifs et que ça, petit à petit, ça nous libère justement de cette rat race, parce que forcément que, tu vois, moi aussi, j'échange pour une partie de mes revenus mon temps contre de l'argent. Quelque part, c'est un peu ce qu'on est en train de faire tous les deux en faisant ce podcast, d'une certaine façon. Ou quand je donne des coachings, par exemple, tu vois. En plus, aujourd'hui, je donne des coachings 1 fois par mois sur 2 jours. Tu vois, je vais chez des investisseurs pour vraiment les coacher à la culotte, passer 2 jours ensemble pour qu'il y ait un vrai changement. Là, je suis en train d'échanger mon temps contre de l'argent. Mais ça me fait plaisir. C'est choisi. J'ai envie d'être là. Je l'ai décidé. Mais quand tu génères des revenus passifs, alors c'est jamais vraiment passif, mais parce que tu as travaillé au départ pour les mettre en place. Mais en tout cas, quand tu décorrèles l'argent que tu gagnes du temps que tu y passes, c'est là où tu commences à t'extraire quelque part, pour moi, de cette rat race, où tu te laisses une plus grande latitude de choix.
C'est quoi ces fameux revenus passifs? Je définissais ce que cela signifie dans la capsule numéro 25 en vous donnant quelques exemples d'investissements qui sont passifs ou semi-passifs, appliqués notamment à l'immobilier. C'est quoi un revenu passif? Au sens strict du terme, le revenu passif, c'est le revenu qu'on touche sans travailler. En réalité, pour moi, les seuls revenus passifs qui existent, ce sont les revenus issus de nos placements financiers. Ce sont les intérêts de nos placements. Si je place 1 million d'euros à 6% net, j'obtiendrai 60 000 euros de revenus passifs annuels, soit 5 000 euros par mois de revenus avant, en général, mes impôts personnels. Donc, pour moi, si vous avez, par exemple, 1 million d'euros, là, tout de suite, maintenant, en liquidité, ce sera relativement simple de pouvoir vous générer des revenus passifs. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode de la semaine dernière. De mémoire, c'est la capsule numéro 24, dans lequel je fais toute une démonstration de comment on peut transformer 1 million d'euros en revenus passifs. Si vous n'avez pas 1 million d'euros disponibles, comme c'était mon cas quand j'ai commencé mon aventure en 2019, et comme c'est d'ailleurs toujours mon cas aujourd'hui, vous allez devoir créer 1 million d'euros de patrimoine ou 800 000 euros de patrimoine ou 3 millions d'euros de patrimoine en fonction de l'objectif qui va être le vôtre. Alors, comment est-ce qu'on crée ce million ou ces millions d'euros de patrimoine? Avec l'immobilier. C'est pas une lubie de vous dire avec l'immobilier. Alors certes, j'aime l'immobilier, mais surtout, c'est le seul investissement pour lequel on peut à la fois emprunter à la banque et générer des cash flows positifs. Il existe d'autres placements pour lesquels on peut emprunter à la banque, mais qui, quand on emprunte à la banque, ne sont généralement pas à cash flow positif. Je parle des SCPI. Quand on peut emprunter à la banque, ce sera toujours plus intéressant de le faire du fait de ce qu'on appelle l'effet de levier. Certains connaissent l'effet de levier, d'autres connaissent pas l'effet de levier. Ok, je vous donne un exemple très rapide. Prenons un exemple simple, si j'ai 10 000 euros à investir et que je les investis à un rendement brut de 10%. Via la bourse, je vais gagner 1 000 euros, donc 10% de 10 000 euros, je vais gagner 1 000 euros d'intérêt chaque année. Maintenant, via l'immobilier. Je vais reprendre mes 10 000 euros que j'ai à investir. Et mettons que ces 10 000 euros, je les mette en apport. Je peux éventuellement emprunter avec ces 10 000 euros 90 000 euros à la banque. Donc, je peux acheter un appartement à 100 000 euros, duquel je vais retirer 10% de revenus locatifs, soit 10 000 euros. Donc, d'un côté, on a 10 000 euros de revenus locatifs avec l'effet de levier versus 1 000 euros d'intérêt de placement sur la bourse sans effet de levier pour le même rendement au final. C'est ça l'effet de levier bancaire. Dès lors que j'ai compris ça, évidemment, j'ai compris que j'allais utiliser cet effet de levier bancaire et donc j'allais construire l'essentiel de mon patrimoine via l'immobilier. Sauf que via l'immobilier, la friction fiscale, elle est plus importante. Si je veux 2 000 euros par mois de revenus passifs dans ma poche, en vrai, je dois tenir compte du fait qu'il me faut plutôt quelque chose comme 4 000 euros de cash flow positif de mes investissements. En fait, le niveau d'imposition pourrait peut-être moindre dans l'immobilier, mais pour simplifier les raisonnements, j'ai pris l'hypothèse la plus défavorable et aussi la plus simple à calculer, que mon imposition représentait à peu près la moitié, 50% de ce que je génère en cash flow positif. Donc, pour avoir 4 000 euros de revenus par mois issus de l'immobilier après charges déduites, je dois avoir un patrimoine de 685 000 euros dans l'hypothèse où je vais chercher un rendement net de 7% via notamment la location courte durée, la LCD. Le voilà, mon premier objectif. Le premier objectif que j'avais en tête, c'était à minima de construire un patrimoine de 685 000 euros. Mais est-ce qu'on peut considérer que les revenus de l'immobilier sont si passifs que ça? Pas vraiment. Quiconque a déjà fait l'investissement locatif, peu importe la forme d'ailleurs, peu importe la stratégie, sait que ça n'est jamais passif. Il faut trouver les biens, il faut gérer les rénovations, il faut gérer les locataires, l'entretien du bien, l'administratif, la comptabilité, notamment quand on investit en LMNP ou en SCI, les prestataires quand on fait de la location courte durée. Bref, il y a de la gestion et c'est jamais totalement passif et il y a du travail. À titre d'exemple, pour gérer aujourd'hui 9 biens
différents en location courte durée. Je peux vous dire que ça prend à peu près 1 heure par semaine, par bien, pour la gestion des voyageurs, la gestion des imprévus et de l'administratif. Et encore ça, c'est une fois que les travaux dans votre bien immobilier sont terminés et que le système de gestion des voyageurs est mis en place dans le cadre de la location courte durée. Donc les revenus de l'immobilier sont pour moi des revenus semi-passifs. Au final, j'ai aujourd'hui 2000 à 2,2 à 2,5 000 euros de revenus passifs par mois issus de l'immobilier pour 10 heures de travail par semaine. Donc je trouve personnellement que le ratio est plutôt chouette. D'où l'idée non pas de revenus passifs mais de revenus semi-passifs. En réalité, très peu de revenus sont vraiment passifs et Laurent Chénaud insistait aussi sur ce point déjà lors de notre échange en 2020. Alors, je précise, il y a toujours un minimum de boulot à faire. D'accord, le truc, investissement passif qui tombe tout le temps à vie, pour toute l'éternité, quelque part, ça n'existe pas vraiment. Mais on parle, si tu veux, de travail qui peut être outsourcé ou qui est relativement minime. Je vais donner quelques exemples de ce que c'est. Tu as parlé d'immobilier au rendement, le concept que j'appelle un big pay, c'est le bien immobilier gratuit qui te paye. C'est quoi ? C'est simplement un bien immobilier locatif que tu as payé avec l'argent de la banque et simplement tous les mois, ton locataire va te payer plus que ce que tu rembourses à la banque, capital et intérêt compris. Donc ça c'est génial, tu payes à la banque, je dis n'importe quoi, 700 euros et tous les mois ton locataire te paye 1000. Moralité, tu gagnes 300. Sans rien faire. D'accord ? Ce sont les investissements à cash flow positif. Exactement. Que la plupart des gens pensent quasiment impossible. Ouais, alors ça c'est génial. Alors il faut continuer à le dire, c'est impossible, parce que moins il y a de gens qui les cherchent, et plus il y en a pour ceux qui savent où ils sont. Tu vois ? Donc oui, vous avez raison, c'est impossible. Faut surtout pas les chercher, c'est pas la peine. Y allez pas, c'est très dangereux. Et donc là, je caricature le sujet, mais tu comprends aussi pourquoi ce sujet-là, on l'évoque peu, parce que forcément, plus il y a de gens qui recherchent ces opportunités-là, et plus elles se réduisent. D'accord ? Donc il faut être fou en fait pour dire quelles sont ces opportunités, où aller les chercher. Au démarrage, à force de réinvestir tout ce qu'on gagne, on ne profite jamais de la richesse qu'on crée et on peut avoir le sentiment de pauvreté ou de privation. Anthony Poncet m'en a aussi parlé lorsqu'on a enregistré notre épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance je regarde plus, si tu veux. Je regarde beaucoup moins mes dépenses. Et tout ça, quand tu dis on n'a pas l'impression de s'enrichir, moi, ce qui a été l'antidote à tout ça, c'est de faire mon fichier patrimonial. J'ai une grande feuille Excel, tu vois, que j'ai mis au point et que je remplis depuis 2015, donc ça fait 7 ans que je la remplis, et je la fais tous les mois. Tous les mois à la même date, tu vois, mes impôts passent au 15, et ben je remplis ma feuille au 17, comme ça je suis sûr que tous les impôts, tous les crédits sont passés, et je fais une photo, donc de la valeur de tous mes biens immobiliers. Alors ça change pas tous les mois, hein, mais de temps en temps, ça monte un peu, ou ça descend un peu, ça a plus tendance à monter qu'à descendre. Je fais la photo de mes crédits, tout ce qui me reste à rembourser, et la photo de tous mes comptes et mes placements bancaires. Et à la fin, ça me sort un nombre, et je vois ce que j'ai gagné par rapport au mois précédent et par rapport au début de l'année, de combien mon patrimoine a augmenté. Et tu vois, même si mes flux financiers, parfois, je les vois pas, parce que c'est sur des sociétés et que moi, j'en capte juste une petite partie pour me rémunérer, j'ai aussi les sociétés dans ce tableau, et je peux voir que d'un mois sur l'autre, mon patrimoine a augmenté de X euros, et ça, tu retrouves ce sentiment de richesse, même si c'est pas au bout d'une carte bleue, tu vois. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Pour conclure, il faut le dire, le chemin n'est pas sans encombre avant d'arriver à la liberté financière. D'autant que, comme le soulignait Laurent Chénaud, choisir la liberté financière est d'abord une décision émotionnelle. Toi, pour arriver à c'est pas je quitte mon job, je suis libre financièrement. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Pour toi, il y a une étape intermédiaire qui ne sera pas forcément celle de tout le monde, mais qui consiste à déjà se libérer d'un employeur. Donc, je commence à générer du revenu, par exemple. Je garde mon job, mais je commence à avoir une activité à côté. Oui. Jusqu'au moment où je peux assumer cette activité à temps plein. Donc, j'ai quitté mon job. Et je suis pas forcément encore indépendant financièrement, puisque je travaille. Et donc, ça se fait progressivement. Oui. Mais il y a besoin de définir un... Alors, oui et non, parce que la vraie décision, elle va être plus émotionnelle que rationnelle.
C'est-à-dire qu'il y a un moment... Il n'y a pas de ça y est, j'ai atteint ce chiffre, je pose ma dette, Ouais, la vie est ou plus j'arrête de compliquée que ça, en travailler. fait. Ouais. Parce que, donc il faut que ce soit un processus. C'est-à-dire que, pardon. Je pense qu'il y a une intelligence de la vie, en fait. C'est-à-dire que si tu crées les conditions, il y a un moment où ce sera tellement évident et tellement juste que tu n'auras pas d'autre choix. Tu mets une graine dans la terre elle est bien, tu mets de l'eau, tu mets du soleil, il y a un moment où elle va pousser. Tu sais pas exactement quand au jour près, mais il y a un moment, c'est mécanique, ça va se passer. La liberté financière, c'est pareil. Si tu crées les bonnes conditions, il y a un moment où la convergence des forces fera que, ok, c'est bon, je peux partir. Enfin, je voulais souligner à nouveau ma conclusion de la capsule 25 que j'avais enregistrée sur ma propre liberté financière. Et j'ajouterais pour terminer que la liberté financière, ça n'est pas une course. Au début, j'ai vécu cette aventure comme une course, dans un esprit un peu de compétition, avec cette idée de qui c'est qui arrive le plus vite, qui c'est qui y arrive le plus vite, et le plus jeune à être libre financièrement. Bon, finalement, à ce jeu, j'ai pas gagné. Il y a des gens qui l'ont fait bien plus tôt que moi et bien plus vite que moi. Et à vrai dire, on s'en fout. Moi la première. J'ai pas toujours compris les gens qui disaient c'est pas l'arrivée qui compte, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin. Bon, maintenant j'ai compris. De toute façon, comme il y a, en tout cas dans le parcours que je me propose de vivre, que j'ai envie de vivre dans ma vie, comme finalement il n'y a jamais d'arrivée, ou ma seule arrivée ce sera la mort, c'est pas très gai, mais comme pour moi il n'y a pas d'arrivée et en fait il n'y a pas un moment où j'ai envie de dire j'arrêterai, mieux vaut kiffer le chemin, ce que évidemment je m'efforce de faire chaque jour. Avant de vous laisser et de clore ce best-of, j'avais envie, pour illustrer tout ce qu'on vient de synthétiser, de vous proposer d'écouter ou de réécouter l'histoire de Camille que je recevais dans la story numéro 12 et qui avait elle-même sauté le pas de devenir libre financièrement. Toutes ces activités-là, en fait, elles viennent en complément de ma rente immobilière et elles me permettent de vivre clairement. Même si aujourd'hui j'ai pas le même salaire qu'avant, alors j'ai pas compté exactement, mais je pense que j'ai moins que 3 300 € net par mois, mais j'ai clairement suffisamment pour vivre et continuer de voyager. Et surtout, ce qui est gratifiant aujourd'hui, c'est que cet argent, je le crée moi-même grâce à mes doigts, grâce à mon cerveau. Et aujourd'hui, je suis un petit peu dans le fonctionnement du puzzle, en fait, parce que ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de vivre une vie qui me plaît par rapport à mes envies, à ce que j'ai envie de faire au quotidien. Par exemple, moi, j'adore passer du temps dans la nature ou avec ma famille, j'adore prendre le temps de lire, j'adore prendre le temps de cuisiner, de passer du temps avec mes proches. Aujourd'hui, ce temps, je l'ai. Et si j'ai besoin de revenus pour vivre ce temps de cette manière, je sais comment les générer. Avec l'immobilier, en donnant des cours, avec l'investissement dans la maroquinerie. Voilà, j'ai plein d'outils à disposition pour générer de l'argent pour me permettre de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode compilation jusqu'au bout. Encore une fois, je voudrais vous souhaiter de magnifiques vacances, fêtes de fin d'année, que la joie soit avec vous, que le meilleur soit avec vous pour cette fin d'année, mais aussi évidemment pour 2023. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Best of. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.